Depuis combien de temps n'as-tu pas été réactive? Je ne sais pas. Elle s'est enfuie et ils l'ont retrouvée dans la terre. Un père de l'Arizona et la femme considérée comme la belle-mère par SES Enfants sont accusés d'avoir infligé des traitements qualifiés de torture à leurs 3 enfants. Lorsque Richard Baptiste et Anicia Woods sont sortis de leur campement rural avec une fillette de 10 ans inconsciente, les autorités ont immédiatement été suspicieuses. De nouveaux documents judiciaires nous informent sur ce qui aurait pu se passer dans cette famille d'après les autres victimes présumées du couple. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Depuis combien de temps n'as-tu pas été réactive? On ne sait pas. Elle a fui et ils l'ont trouvée enterrée. Nous savons seulement depuis qu'il l'a eue sur le quantum. Où êtes-vous? À l'est de la forêt pétrifiée, présent depuis 20 minutes. Donc vous êtes dans le comté d'Apache? Oui, Bruce. Nous étions ici début du mois, donc je m'habitue encore. Elle a eu un accident? Non, elle s'est enfuie et prend des médicaments. Et elle n'a pas pris ce médicament depuis environ un mois parce qu'on déménage et c'est étrange. Attendez, monsieur. Cette vidéo glaçante de la caméra corporelle a été publiée dans le cadre d'une enquête en cours des autorités de l'Arizona sur Richard Baptiste, 32 ans, et sa compagne Anicia Woods, 29 ans. Le 27 juillet, les secours ont trouvé Rebecca Baptiste, 10 ans inconsciente au bord d'une autoroute. Et ses 2 frères étaient à l'intérieur de la voiture. Son père biologique et sa belle-mère étaient affolés à proximité. Selon un rapport de police, Baptiste et Woods ont déclaré que Rebecca s'était enfuie et qu'un voisin inconnu l'avait retrouvée dans un fossé. Ils l'ont conduite d'urgence vers CE, qu'ils croyaient être l'hôpital le plus proche, à au moins 30 minutes de leur maison. Mais voilà le problème. En chemin, Woods a appelé le 911 et il semblait hésiter à s'arrêter pour rencontrer les secours, ou même pour faire un massage cardiaque. Dis à Arista que je peux aussi le sortir et commencer le massage cardiaque. Je comprends. Sors-le, j'ai les secours avec moi. Nous suivons cette histoire depuis un moment maintenant. C'est un sujet dont nous devons continuer à parler. La famille, comprenant 2 garçons de 6 et 8 ans, avait récemment déménagé de Phoenix à Concho, en Arizona, et disait ne pas assez connaître la région pour savoir où emmener Rebecca. Le personnel médical a été choqué par l'état de la fillette en tentant de la réanimer, et ils ont essayé d'obtenir des réponses claires de Baptiste et Woods. Et elle s'enfuit depuis environ 3 ou 4 semaines, depuis qu'on est ici. Elle a fui ce matin. Nous l'avons cherchée et notre voisin l'a retrouvée. À quelle heure ce matin? Nous nous sommes levés vers 9h30. Donc il devait être près de 10h30. Donc, vous l'avez vue la veille au soir? Oui, nous dormions tous dans le même bâtiment. D'accord. Donc, tu as dit qu'elle courait partout ce matin et que vous la cherchiez? Celle-ci, oui, ce matin, oui. Vous êtes sortis la chercher, puis vos voisins l'ont retrouvée. Un voisin l'a trouvée, oui. D'accord. Que faisaient-ils là-bas? Comment l'ont-ils trouvée? Ils étaient en quad. Ils étaient en quad. Ensuite, ils vous l'ont apportée? Oui. À votre maison? Oui, en fait, c'est la maison de mon grand-oncle, décédé récemment. Nous y avons emménagé. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que les gens nous connaissent là-bas. Présentait-elle des signes de vie à son arrivée? Elle était presque comme ça, réagissait à peine et respirait seule. Qu'est-ce que vous... Expliquez-moi, que vous voulez dire par réactive. Comme si elle respirait simplement toute seule. Elle respirait toute seule. C'était tout. Et puis, alors qu'on roulait par ici, on a commencé à voir la couleur de SES Lèvres changer et on fonçait comme des dingues. D'accord, tu as dit qu'elle avait... Ouais, elle a eu ça quand elle était à Phoenix. D'accord. Elle s'est enfuie. L'avez-vous emmenée pour la faire soigner? Oui, elle a un médecin traitant et a également séjourné 7 jours là-bas. D'accord. Pas pour ça, mais pour un incident antérieur. D'accord. Expliquez-moi, c'est eux que vous vivez. Quel diagnostic a-t-on posé? Pouvez-vous m'en dire plus? D'accord. Elle prenait 3 médicaments différents avant que nous partions. Je ne me souviens plus du 3e, mais elle n'a pas pris SES médicaments depuis notre déménagement ici. Rebecca a été transférée d'un établissement à un autre pendant que médecins et infirmières tentaient tôt de soigner ses blessures d'air traumatiques. Mais malheureusement, elle est décédée 3 jours plus tard. Baptiste et Woods ont été arrêtés.
Ils ont été inculpés de meurtre au premier degré, d'enlèvement et de maltraitance d'enfants. Et maintenant, selon de nouveaux documents déposés au tribunal, on apprend plus de détails, mais les procureurs cherchent à regrouper les affaires de meurtre des accusés et à les poursuivre dans le cadre d'un seul procès. Pour discuter des implications juridiques et des nouveaux détails révélés, je souhaite faire intervenir l'avocate et analyste juridique Safa Robinson-Ferrer. Safa, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis désolé que CE soit de cette affaire dont nous parlons, mais il est extrêmement important de faire la lumière dessus. Je voudrais d'abord parler de la loi avec vous. Donc, si les procureurs du comté d'Apache demandent à un juge de regrouper les affaires de Baptiste et Woods ensemble, c'est CE qu'on appelle une jonction. Le document précise que les preuves des deux affaires proviennent d'une unique enquête. Les faits à l'origine des accusations sont de même nature, liés dans leur commission et s'inscrivent dans un même plan ou schéma. Alors Safa, quel est l'avantage de les juger ensemble? Pourquoi les procureurs voudraient-ils cela? Il y a un avantage considérable à juger CES deux accusés ensemble. Et principalement, CE qui va se passer, c'est qu'une fois que le procès commencera, l'accusation pourra faire appel aux mêmes témoins. Ils n'ont pas à faire deux procès distincts avec les mêmes témoins. Les témoins qui vont déposer témoigneront sur des preuves qui ont été obtenues tout au long de l'enquête et qui s'appliquent vraiment aux deux accusés ici. En tant que suspect accusé des mêmes crimes, les preuves contre l'un peuvent servir contre l'autre et contre les deux. Et cela simplifie vraiment la poursuite et le procès afin qu'il n'ait pas à rappeler les témoins plus tard. Et surtout, si à un moment donné, ils doivent appeler CES deux jeunes garçons à témoigner, ils n'ont pas à continuer de revictimiser CES jeunes hommes ou CES jeunes garçons lorsqu'ils témoignent au procès. Et aussi, il est vraiment important qu'un jury puisse examiner les deux personnes qui sont accusées ou présumées avoir commis un crime plutôt qu'une seule. Et cela pèse vraiment plus lourdement dans l'esprit du jury alors qu'il continue d'écouter les preuves et de délibérer, surtout lorsqu'une de ces personnes est le parent de l'enfant décédé et que l'autre est son partenaire. Tout cela est logique, surtout que de jeunes témoins doivent témoigner plusieurs fois. Je comprends. Y a-t-il des difficultés si CES affaires 2 sont regroupées, pour l'accusation ou la défense? Je veux dire, si vous aviez deux affaires distinctes et que, par exemple, le jury ne se mettait pas d'accord ou rendait un verdict de non-culpabilité dans la première, l'accusation peut comprendre CE qui n'a pas marché et l'ajuster pour le second procès. Quels défis peuvent survenir si les affaires me sont regroupées, pour l'accusation ou la défense? Donc, principalement pour la défense ici, ils ne voudront pas que les affaires soient regroupées. Ils vont vouloir que leur prévenu ou leur client soient inculpés séparément. Et ils vont s'opposer à cette requête de jonction et dire essentiellement que cela serait trop préjudiciable, qu'une affaire pourrait avoir un ensemble de faits ou de circonstances différents de l'autre. Et aussi la possibilité que CES deux personnes aient à témoigner l'une contre l'autre. Donc, c'est CE que la défense va plaider. Bien sûr, ils ne veulent pas de jonction ici. En CE qui concerne l'accusation, pour eux, essentiellement, s'il n'y avait pas de jonction, alors encore une fois, il y aurait l'implication ou le problème de devoir rappeler les témoins. Certains témoins pourraient être disponibles lors du premier procès, mais ne pas l'être pour le second. Les récits peuvent changer entre les témoignages des témoins. Et encore une fois, en pensant principalement à CES jeunes garçons, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient appelés à témoigner, vous devez les faire comparaître à la barre. Préparez-les comme témoins et faites-leur raconter la même histoire lors des deux procès. Cela simplifie la tâche du ministère public pour regrouper CES affaires. Et cela peut être un fardeau si elles ne sont pas regroupées du côté du ministère public. Si l'un témoigne contre l'autre, c'est très gênant, non? Ils seront là, dans cette salle d'audience. Mais est-ce que cela complique les choses? C'est intéressant que tu mentionnes ça parce que je me demande, tu sais, il y a beaucoup de fois où tu as des affaires non séparées et quelqu'un va témoigner et la défense va rejeter la faute sur quelqu'un d'autre qui n'est pas dans cette salle d'audience, non? Qui n'est pas jugé alors. Je me demande toujours comment cela affecte le jury, qui ne voit ni n'entend cette personne. Est-ce que ça rend l'accusé actuellement jugé, dont il décide du sort, plus crédible par rapport au fait de regarder l'autre personne? Il voit l'autre personne. Donc, vous avez peut-être chacun qui rejette la faute sur l'autre dans un même procès. Comment pensez-vous que cela se passerait? Ça va être la chose compliquée. Ça va devenir une sorte de qui l'a fait
Et je m'attends à CE que si cette affaire va jusqu'au procès et qu'ils sont jugés ensemble, l'une des défenses possibles, au moins pour l'un des accusés, sera probablement une sorte de défense pour violence conjugale ou abus domestique en disant « Cette personne m'a forcé à commettre CES acte présumé contre cet enfant ». Ils vont donc se rejeter la faute dans CE jeu de qui l'a fait. La théorie du « qui l'a fait » Cela pourrait vraiment influencer le jury, dans un sens ou l'autre. Soit ils vont croire le témoignage de l'un de CES accusés qui affirme avoir été victime et sous le contrôle du second, agissant ainsi sous sa direction, soit ils vont penser qu'ils ont tous les deux agi de leur propre gré et commis CES acte envers cet enfant. Et je pense qu'en particulier dans une affaire de CE genre, lorsqu'il y a une victime enfant, et des allégations aussi horribles, les jurés veulent trouver quelqu'un à tenir pour responsable et ils sont plus susceptibles de tenir les deux personnes responsables, même si elles se rejettent la faute l'une sur l'autre. J'ai déjà indiqué que CE Dépôt ne traite pas uniquement de la jonction, mais présente aussi de nouveaux détails révélés lors d'entretiens médico-légaux avec les frères de Rebecca. Je souhaite en discuter avec Safa. CE sont aussi des informations biographiques importantes sur la famille et la durée sous la garde de Baptiste. Il est le père biologique de Rebecca, 10 ans, et de 2 garçons de 8 et 6 ans nommés K-B, 1 et 2 dans les documents judiciaires. Baptiste et Woods étaient ensemble depuis environ 4 ans. Baptiste avait repris la garde de SES enfants auprès du département de la sécurité de l'enfance de l'Arizona il y a 1 ou 2 ans. La demande de jonction indique que les deux prévenus ont affirmé que R-B s'était enfui plusieurs fois. Selon les prévenus, ce comportement a commencé à Phoenix, notamment en octobre 2024, lorsque R-B s'est rendu dans un Q-T et a déclaré que sa belle-mère l'abusait, lui frappait les mains et les jambes. Ils ont dit qu'il y a eu une autre fois, la dernière semaine de juin, où R-B a sauté par la fenêtre du 2e étage de leur appartement à Phoenix. Selon les deux prévenus, R-B a choisi de s'enfuir pour s'éloigner d'eux et trouver un autre adulte ou une autre famille pour l'accueillir. Elle fuyait loin de nous, c'est CE qu'elle a dit. Baptiste a ajouté qu'elle avait dit vouloir courir jusqu'au puits pour y trouver de l'eau et peut-être rencontrer quelqu'un. Maintenant, Safa, plus loin dans le document, les procureurs notent que lorsque le personnel médical a examiné Rebecca, qui ne portait pas de chaussures, la plante de SES pied était apparemment propre. Donc, l'argument serait: courait-elle vraiment à travers la nature sauvage? Veut-on dire que cela contredit la version de l'accusé? Oui, c'est le cas. Et je pense que certaines des blessures observées sur Rebecca étaient importantes ici, suffisamment importantes pour qu'on puisse avancer l'argument qu'elle n'a jamais eu la capacité de courir, que SES blessures au dos et d'autres blessures de ce genre l'empêchaient tout simplement de courir ou d'être mobile à n'importe quel moment. C'est eux qui, encore une fois, viendraient contredire ou annuler la théorie de la défense selon laquelle elle se serait enfuie. La plante de SES pied, la gravité des blessures n'est pas vraiment cohérente avec quelqu'un qui aurait la capacité de s'enfuir. Parlons-en car il est également indiqué, je cite, dans leur déclaration, les deux accusés admettent d'avoir utilisé l'exercice comme punition, ainsi que d'avoir donné des fessées et frappé les enfants avec une ceinture à plusieurs reprises. Baptiste a décrit avoir frappé R-B avec la ceinture environ 10 fois, avec un niveau de douleur de 7 sur 10, et il a déclaré avoir utilisé, je cite, une force excessive. Ça va, es-tu surpris qu'ils admettent cela? Étonné qu'ils l'admettent, mais on sait aussi que dans ces genres d'affaires, les gens cherchent surtout à se protéger car ils se sentent suspects. Ils sont finalement inculpés. Ils vont vouloir se protéger en disant quelque chose qui leur est plus bénéfique. En d'autres termes, je n'ai jamais frappé mon enfant, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais fait cela. Maintenant, s'il y a certaines blessures qui sont compatibles avec des mauvais traitements, alors on pourrait voir une situation où quelqu'un va plus ou moins admettre avoir discipliné cet enfant ou simplement accusé l'autre personne. C'est surprenant ici, mais c'est eux qui est remarquable, c'est que les allégations portent sur la maltraitance de CES enfants sur une longue période. Et il y a eu des cas où ils étaient à l'école et dans d'autres endroits où ils ont révélé ce mauvais traitement. Une enquête du département des services à l'enfance et à la famille n'a rien retenu contre M. Baptiste ou d'autres. C'est eux qui est significatif. Et je pense, vous savez personnellement qu'il y a eu un manquement concernant les enquêtes et ce genre de choses. Et tout cela aurait finalement pu être évité s'il y avait eu une surveillance attentive de CE qui se passait dans cette famille.
Mais je me demande aussi si cela ne complique pas les choses, parce qu'on voit souvent cela dans les affaires de maltraitance et de torture d'enfants, où les parents, je ne sais pas si l'argument qu'ils essaient d'avancer est « Oh, nous avons le droit de discipliner nos enfants », et il y a une limite à cela. Comment les autorités jugent-elles si cela va trop loin? N'est-ce pas? La fessée pourrait mener à une arrestation et des poursuites, mais je ne sais pas si CE serait le SIAS. Je ne sais pas si les procureurs diraient que notre affaire est gagnante. C'est inquiétant, mais la vraie question est, où est la limite? Combien de fois avons-nous déjà évoqué que la protection de l'enfance est intervenue trop tard? Eh bien, la loi stipule qu'il y a un objectif de réunification. Il y a un objectif de maintenir la famille unie. Il y a un objectif de donner aux parents le droit d'élever leurs enfants comme ils le souhaitent. L'État n'interviendra que s'il y est absolument obligé. Ce sont des facteurs qui compliquent les choses. Et je me demande si CE n'est pas CE que vous voyez ici. Oui, eh bien, nous allons admettre certaines choses, mais ça nous rend plus crédibles, non? Ça montre que, oui, on est peut-être allé un peu trop loin, mais on n'est pas, vous savez, des tueurs. Je ne sais pas si je réfléchis de la bonne manière. Non, et tu as raison, Jessie. Et pas seulement ça, mais vous savez, on a des situations ici où CES enfants sont finalement élevés par CES personnes. Et il y a un aspect de discipline qui est nécessaire quand on élève des enfants. Et quel est le but? Quelle est la limite? La limite, c'est que vous ne pouvez pas casser d'os. Vous ne pouvez pas blesser la peau. Vous ne pouvez pas laisser de bleu ou quoi que ce soit de ce genre. Que les gens donnent des fessées à leurs enfants, que CE soit avec la main, une ceinture ou des choses de ce genre, mais vous ne pouvez pas laisser de bleu sur vos enfants. Et c'est l'une des choses que le département des enfants et des services familiaux et CES Agence examineront. Et leur objectif principal est de protéger les enfants au final. Maintenant, l'une des choses qui va aussi être assez intéressante ici, c'est si le ministère public dans cette affaire, et je m'attends à CE qu'il le fasse, va obtenir CES documents de CES organisations dans le but de les utiliser au procès et d'introduire CES autres actes qui ont peut-être eu lieu pour montrer qu'il y a un schéma de comportement et une absence d'erreur concernant les allégations ici, en particulier l'allégation de meurtre, qu'il ne pouvait pas y avoir eu quelqu'un d'autre qui ait fait cela et que cela a été fait intentionnellement. Le jour où Rebecca a été retrouvée, certains officiers ont parlé avec Baptiste et Woods, d'autres ont vérifié les frères, qui étaient dans la voiture familiale. Regardez. Salut les gars. Vous allez bien les gars? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, elle est rentrée à la maison. Et son retour à la maison, comment ça s'est déroulé? Est-ce que maman et papa l'ont ramenée à la maison? Non, un de nos voisins, tout seul. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu là-bas. Et puis, ils l'ont ramené. Oh, ils l'ont ramené à la maison? Le document de jonction donne un contexte au crime présumé de Baptiste et Woods, à partir d'informations du direction des services consulaires des écoles fréquentées récemment par les enfants et des entretiens avec les garçons. D'après le document, entre novembre 2023 et mai 2025, les 3 enfants sont venus à l'école avec des marques, se sont plaints de punitions physiques comme des tours de piste et des planches, ainsi que du manque de nourriture à la maison. Un thème récurrent dans les signalements de maltraitance par les enfants à des professionnels de l'école de confiance était qu'ils changeaient leur version des faits pour protéger leurs parents. Par exemple, Kadash.B en a dit qu'il s'était fait griffer au cou parce qu'il n'avait pas rangé. Le lendemain, le garçon de 6 ans a changé d'avis, disant que sa mère ne l'avait pas griffé à cause du rangement. C'était parce qu'il jouait dehors, il est tombé et sa mère a essayé de le rattraper. Eke.B en a eu un changement similaire dans son récit en septembre 2024 lorsqu'il avait de nouveau des marques sur le cou. D'abord, il a dit « Ma mère était en colère et m'a griffé accidentellement ». Plus tard, K.B en a dit « Laisse, elle n'a pas fait ça. Je suis juste tombé ». En novembre 2024, K.B, de 5 ans, a dit à un enseignant qu'il manquait de nourriture chez lui, qu'il faisait des planches comme punition et avait un orteil sans ongle. Elle a ajouté « Mon père dit que je ne peux pas en parler ». K.B2 a ajouté « Je déteste rentrer chez moi ». L'enseignant remarque que K.B2 révèle quelque chose puis ajoute « Peu importe, je ne peux pas en parler. Safa, c'est délicat ». C'est délicat parce que l'argument serait que ces enfants disent peut-être la vérité, mais à travers... Peut-être qu'ils ne veulent pas que leurs parents aient des ennuis. Peut-être qu'ils sont, vous savez, menacés. Ou, vous savez, influencés par les parents pour ne pas dire « c'est eux qui se passe ».
Cela revient sans cesse, mais cela devient une question. Dans quelle mesure CES témoignages d'enfants sont-ils fiables? Que font les enquêteurs? Que font les procureurs? Ils vont prendre en compte tout ce que CES enfants ont dit. Et ils prendront en compte non seulement ce que CES enfants ont dit à leurs enseignants, personnes tenues de signaler, ainsi qu'à d'autres membres de la communauté et travailleurs sociaux lors d'enquêtes précédentes, mais aussi toute blessure documentée par un cabinet médical ou des photos, ainsi que les déclarations des autres enfants, même si CE ne sont pas des témoignages formels. Et CE qu'ils font, c'est qu'ils placent ces enfants dans CE que nous appelons une interview médico-légale, où ils sont enregistrés. Il y a plusieurs personnes qui observent cela et un psychologue ou un psychiatre est assis avec CES enfants en tête à tête pour leur demander ce qui s'est passé, comment les choses les ont fait se sentir, afin de les amener à parler de la maltraitance. Et CES entretiens sont vraiment, vraiment importants. Ces entretiens seront finalement au cœur de l'accusation lorsqu'il s'agira de la mise en danger ou de la négligence envers les enfants, ainsi que de l'homicide en CE qui concerne Rebecca. Avant que la famille ne quitte Phoenix, Rebecca fréquentait Empower College Prep, qui affirme avoir signalé plusieurs cas apparents de maltraitance aux directions des services consulaires. Lors d'une interview avec 12 News, l'administration d'Empower a montré des documents prouvant que 12 signalements avaient été faits aux directions des services consulaires concernant Rebecca et SES Frères. Mais CE chiffre contredit en quelque sorte la reconnaissance par la direction des services consulaires de 5 signalements initiés par l'école, dont un seul a donné lieu à une véritable enquête. La direction des services consulaires indique avoir perdu la trace de la famille après son départ de Phoenix. 5 rapports de police auraient aussi concerné le traitement des enfants par Woods et Baptiste et leurs conditions de vie. Mais CES enquêtes sont closes sans aucune arrestation. Dans un communiqué, la direction des services consulaires a reconnu que des membres de la communauté ont contacté sa ligne d'urgence au sujet de la famille Baptiste et regretté que certains appels ne remplissaient pas les critères légaux pour ouvrir une enquête ou retirer les enfants. Bien que nous comprenions leur frustration, le département est un organisme statutaire qui est lié par la loi et les codes de l'Arizona. La direction des services consulaires ne peut enquêter sur les appels à notre ligne d'urgence que s'ils répondent aux critères légaux stricts, excluant l'absentéisme scolaire ou les crimes contre des enfants commis par d'autres que les parents, tuteurs ou gardiens. Des normes juridiques strictes, similaires, s'appliquent lorsque la direction des services consulaires peut retirer un enfant à ses parents. Safa, est-ce une explication légitime ou est-ce un cas d'une agence qui rejette la responsabilité sur une autre? C'est légitime seulement dans la mesure où cela est régi par la loi et que la loi exige que l'agence agisse d'une certaine manière pour enquêter, faire un suivi et ce genre de choses. Mais pour être tout à fait franche, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous n'avez pas seulement un, vous avez de nombreux rapports provenant de différentes personnes qui allèguent que des abus ont lieu. Quelle a été l'importance du suivi? Et comme vous l'avez dit, il n'y en a eu qu'un seul qui a réellement donné lieu à une enquête complète. Pourquoi cela? Surtout alors que nous avons d'autres allégations, des allégations venant d'enseignants et d'autres personnes. Pourquoi CES personnes queer ne sont-elles même pas au minimum interrogées sur CE qui se passait ou sur CE qu'elles ont observé avec CES enfants? Donc, personnellement, je pense encore une fois qu'il y a eu un manquement, puis on perd la trace de CES enfants. Plusieurs signalements ont été faits au département des enfants et des services familiaux, dont 5 rapports de police jugés non fondés. À quel moment dit-on qu'il y a un problème ici? Et comment pouvons-nous mieux protéger les enfants? Non, c'est un excellent point. C'est un excellent point. Et d'ailleurs, CE n'est pas tout CE que j'ai. Donc, selon CES nouveau document judiciaire, écoutez ceci. En janvier 2025, après 7 jours d'absence, de R-B, Empower Prep a informé direction de la classe. R-B, une fillette de 10 ans, a déclaré à un représentant de l'école qu'elle subit de la maltraitance chez elle. La discipline implique des courses extrêmes, sans eau. À la question de la responsabilité, R-B a désigné sa belle-mère et son père. R-B a dit qu'elle devait tourner dans l'appartement en guise de punition. R-B a dit qu'elle avait les lèvres très sèches après la pause. Et Ger-B a dit qu'on ne lui avait pas donné de nourriture ni d'eau pendant tout l'exercice. Maintenant, les procureurs disent que K-B1 et K-B2 ont été interrogés de manière médico-légale le 28 juillet 2025, un jour après que Rebecca a été retrouvée inconsciente, mais avant qu'elle ne soit déclarée morte. Citation, K-B2 a révélé que SES2 parents le frappaient. À propos de son père, K-B2 a dit « Il me frappe souvent beaucoup ». Mais à la demande de précision, il a dit « Je n'ai pas le droit d'en parler ». À la question sur son pire moment, il a évoqué sa mère.
Ma mère me frappe souvent avec la ceinture. K-B en a déclaré « Je n'ai rien vu, j'ai seulement entendu mes parents dire qu'elle s'était enfuie ». K-B en a dit que la dernière fois qu'il a vu sa sœur, elle était encore en punition. K-B en a dit à l'intervieweur que R-B devait rester face au mur en punition jusqu'au coucher. K-B a dit que la dernière fois qu'il a vu R-B, elle courait, puis elle faisait des tours. Lorsqu'on lui a demandé si R-B avait été frappée, K-B a répondu qu'elle avait été frappée. Elle était toujours beaucoup frappée. À la question sur l'auteur des coups contre R-B, K-B a désigné sa mère. Interrogé à ce sujet, K-B a dit « Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, car ma maman me l'a interdit ». Plus précisément, K-B a dit « Elle a dit « Ne parle à personne qui te pose cette question, sauf que je suis déjà en train de te parler ». Safa, en dehors du fait que c'est absolument déchirant, tu as aussi un aperçu, je suppose, de CE, à quoi ressemblerait leur témoignage, n'est-ce pas, lors de CE, procès potentiel de CES, 2 personnes. Tout à fait. Tu as un aperçu de CE que sera le témoignage. Et si l'accusation le souhaite, elle peut diffuser CES entretiens médico-légaux lors du procès pour que le jury les voie, CE qui sera très important en CE qui concerne les preuves. Donc, ils peuvent faire témoigner CES jeunes hommes ou CES enfants à la barre, leur permettre de donner leur propre témoignage lors de l'interrogatoire direct ou du contre-interrogatoire, et aussi diffuser la vidéo. Je pense que la vidéo, parce qu'elle a été enregistrée très peu de temps après l'incident avec Rebecca, va vraiment marquer l'esprit du jury. Souvent, les témoins peuvent oublier certaines choses. Ils peuvent, vous savez, disparaître ou ne pas coopérer. Ainsi, il y aura des moyens pour l'accusation d'utiliser au moins cet entretien médico-légal lors du procès si nécessaire, afin d'aider le jury à déterminer si CES personnes sont coupables ou non. Il est aussi important de noter que CES enfants semblent avoir été préparés à dire certaines choses. Et encore une fois, CE ne sont que des allégations à ce stade, mais il y a un schéma de comportement. Lorsque CES enfants révèlent des choses, ils partagent des informations, mais ils n'en partagent pas trop. Et puis, le lendemain ou quelques jours plus tard, on entend quelque chose comme « Ma mère a dit qu'on ne peut pas parler de ça » ou bien ils changent leur version des faits. C'est aussi un schéma de comportement que l'accusation cherchera à mettre en avant au procès. Des preuves incroyablement percutantes. C'est de cela dont nous parlons, des aveux, des déclarations des enfants. Laissez-moi conclure avec ceci. Il y a une autre partie de CE document où les procureurs abordent les blessures incroyables sur le corps de Rebecca. Donc, dans la première partie de cette section, l'auteur fait en fait une erreur en mentionnant K-B alors qu'il voulait dire R-B, mais il détaille les informations qu'il a reçues des médecins. Citation. R-B était couverte d'échymose presque de la tête aux pieds, a subi une blessure à la tête avec une hémorragie cérébrale importante et on a dit que R-B était tellement déshydratée qu'il ne croyait pas qu'elle était physiquement capable de s'enfuir. Beaucoup d'échymoses, d'éraflures et de brûlures étaient à divers stades de guérison ou cicatrisation. Suite à l'examen physique, les professionnels de santé ont diagnostiqué des sévices physiques, des abus sexuels et des actes de torture sur enfants. Safa, discutons maintenant. CES enfants sont-ils crédibles? Voilà la preuve, n'est-ce pas? Je veux dire, on ne peut pas y échapper. Je ne sais pas comment un avocat de la défense va essayer d'expliquer ça. Engageant-ils leur propre médecin légiste pour faire leur propre analyse des blessures? Essaye-t-il de suggérer que les conclusions sont erronées? Essaye-t-il de suggérer qu'une grande partie de CES blessures proviennent du fait de courir partout, vous savez, comme un petit enfant qui se cogne et se fait des bleus? Je ne sais pas parce que cela ne semble pas correspondre à CE que CE professionnels de santé constate. Cela ne tient pas. Évidemment, la défense peut aussi présenter ce témoin expert pour contredire l'accusation. Mais je pense que le problème va être celui-ci. Non seulement nous avons le témoignage de CES enfants, mais nous avons aussi des rapports antérieurs qui confirment que Rebecca courait comme punition, qu'elle était déshydratée et d'autres choses de CE, genre. Maintenant, nous avons du personnel médical ou des experts médicaux, en fait, qui disent que lorsque nous l'avons trouvée, lorsque nous avons examiné le corps, elle était gravement déshydratée au point que nous pensions qu'elle ne pouvait pas courir. En plus, elle avait une lésion cérébrale traumatique. Donc, en se basant sur cette lésion cérébrale traumatique, quelle aurait été sa capacité à agir, à courir ou à faire certaines choses? Parce qu'une fois qu'une personne a une lésion cérébrale traumatique, une partie de SES faculté mentale peut être affectée. Quelle partie du cerveau cela a-t-il affecté pour savoir même si elle pouvait courir ou faire ce genre de choses? Nous avons aussi le témoignage d'un des autres enfants qui dit que la dernière fois qu'il a vu sa sœur, elle était en punition.
Donc, cela montrerait qu'il se passait quelque chose pendant les derniers instants de Rebecca ou CE, que l'on présume être SS, derniers instants, avant qu'elle ne soit retrouvée sur la chaussée. CE qui montre qu'elle était sous une forme de CE que certains pourraient appeler discipline ou punition de la part des prévenus dans cette affaire. Les plaidoiries sur cette jonction ont lieu cette semaine. Nous suivons ce dossier depuis un moment. Nous suivons cette affaire et merci Safa Robinson-Ferrer pour votre temps. Je sais que c'est une affaire difficile. Affaire complexe juridiquement, mais importante à couvrir. Merci. Merci de m'avoir invité. Et c'est tous et eux que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber et je vous parlerai la prochaine fois.